Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast aussi. Aujourd'hui, si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux voir ma tête. Donc bienvenue chez moi et on peut souhaiter la bienvenue aussi à Cléo qui va m'accompagner pendant une partie de ce podcast. Enfin tout ou partie, on ne sait pas. Voilà, pour les autres en tout cas, ça ne change rien pour vous sur les autres plateformes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouvel exercice avec ce podcast en ayant un format donc du coup où j'intègre la vidéo. En tout cas, je vous lance du coup le sujet du jour, le Student Visa. On va discuter donc du Student Visa, mais je ne vais pas rentrer à 100% dans les détails parce que je ne sais pas s'il y a une audience spécifique par rapport à ça. Si c'est le cas, il n'y a aucun souci, je pourrais en discuter et vraiment faire de plus amples recherches. Et puis pour vous aussi, que je puisse vous donner vraiment des précisions. Mais en tout cas, j'avais envie de vous faire un épisode sur mon ressenti actuel, où est-ce que j'en suis dans mes démarches et comment je me sens par rapport à ça. Donc, pour te remettre un petit peu dans le contexte, donc j'ai fait ma première année en 2019 avec un Working Holiday Visa. Je suis repartie donc l'année dernière avec un visa de touriste pour le coup et je suis rentrée donc de mon voyage en février 2025, donc de cette année. Lorsque je suis rentrée, j'ai informé tout le monde directement. Je fais non, mais en fait, j'aime trop l'Australie, j'ai trop envie de pouvoir retourner vivre là-bas et de façon définitive. Mais c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi? Parce que j'ai plus la possibilité donc de faire le working holiday parce que donc je l'ai déjà fait il y a quelques années, j'avais pas validé mes fermes, j'y suis pas retournée dans les temps impartis. Donc cette option, on l'oublie, qui est pourtant la plus simple et la plus claire. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter aux gens que je rencontre sur place ou avec qui j'échange, faites vos fermes les gars, vraiment genre faites-les. Peut-être que c'est des choses qui vont vous saouler à l'instant T parce que vous n'avez peut-être pas forcément prévu de rester, mais donnez-vous cette chance. C'est, on va dire, 3 mois si vous les faites d'affilée. C'est un petit peu pénible, certes, et encore que maintenant on peut faire ces 88 jours justement pas dans des fermes. Tu peux travailler en hospitality, en construction, notamment autour de Cairns, dans le Northern Territory, dans le Western Australia sans souci. Donc n'hésitez pas à vous bloquer ce temps-là parce qu'en fait quand on revient en France, très souvent on s'aperçoit que finalement l'Australie c'était une expérience de dingue et que malheureusement si t'as pas validé ces 88 jours, tu n'as plus la possibilité de retourner avec un PVT et le PVT c'est quand même l'accès le plus simple pour ensuite obtenir un sponsor, la résidence permanente ou autre, parce qu'en fait tu n'as pas de limite d'heures de travail. Donc en fait si tu veux travailler 60 heures semaine, vas-y go et c'est cool, tu te fais de l'argent. Moi en l'occurrence du coup je n'y ai plus le droit, donc lorsque je suis rentrée en février, j'ai commencé par contacter un agent d'immigration. J'ai choisi un agent qui était français et qui travaillait pour un cabinet français parce que pour moi c'était important que je puisse vraiment comprendre tout l'appel, toutes les démarches que j'avais à faire. Alors je me souviens plus exactement combien j'ai payé, mais de mémoire c'est à peu près 130 ou 160 euros, je crois, la consultation. Le rendez-vous doit durer approximativement 1 heure, je pense. Après, ça dépend un petit peu de tes besoins, mais en général, ils te demandent quand même des informations avant, histoire de pouvoir un petit peu planifier le rendez-vous. Moi, j'ai choisi, comme je te dis, de passer avec un agent qui parlait français pour être en mesure de vraiment tout comprendre. Il te propose aussi, alors c'est un supplément, mais je me souviens plus combien c'était, il faudrait que je retrouve. En tout cas, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou sur mon compte Insta, SuzyDBN, pour que je puisse vous retrouver les informations ou du moins qu'on fasse un épisode qui sera vraiment orienté peut-être sur l'agent d'immigration ainsi que sur le student en démarche à proprement parler. Sachant que je suis pas non plus spécialisée là-dedans, hein. C'est vraiment moi mes recherches perso, alors certes j'en fais beaucoup, mais je veux dire j'ai aucune accréditation particulière, je suis pas agent d'immigration.
Donc, tout ça pour dire que tu peux avoir un supplément pour avoir un compte rendu rédigé de ton appel. Chose qui est pas mal, mais je crois que c'était 50 € de plus. Moi, je trouvais que c'était déjà un budget, même si c'est important et je pense que c'est vraiment nécessaire avant de te lancer dans un process où tu cherches à t'expatrier, pour savoir un peu déjà dans quelle direction tu te lances. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai enregistré l'appel. J'étais sur mon ordinateur avec l'agent d'immigration et j'avais mon téléphone juste à côté et j'ai enregistré tout l'appel. Comme ça, voilà, si j'avais envie de revenir sur certains points, je pouvais le faire sans souci. Sachant que c'est pareil, je te conseille vraiment de préparer ton appel, mais tu notes toutes les questions que tu as. Parce qu'en fait, clairement, c'est un budget, comme je t'ai dit. Donc, essaye d'avoir vraiment toutes les questions que tu as à disposition. Comme ça, au fur et à mesure, tu peux du coup vraiment répondre à tes questions et ne pas te dire à la suite de l'appel, ah mais mince, je pensais à ça et je lui ai pas posé la question. Donc voilà, tu prépares ton appel. Donc, résumé du coup avec l'agent d'immigration, parce que moi j'avais en tête de passer directement via un sponsor, faire une demande de sponsor. Le sponsor, c'est quoi? C'est une entreprise en fait qui va payer pour que tu travailles pour elle. Alors, il faut savoir qu'au niveau du sponsor, en fait, les entreprises doivent privilégier ce qui est tout à fait naturel et normal, les candidats australiens dans un premier temps lorsqu'ils font des recrutements. Si tu as les droits de travailler, euh, à savoir avec un working, avec un student, avec un visa un peu temporaire en regional skill, enfin peu importe. Certes, ils privilégient quand même dans un premier temps les Australiens, mais sur certains postes, ils savent qu'ils ont moins de candidats australiens, donc du coup ils passent par des candidats étrangers. Mais si tu as des droits de travailler en Australie, il n'y a pas trop d'importance. Par contre, en ce qui concerne le sponsor, ça veut dire que c'est des candidats en fait qui ne sont pas australiens. Donc, ils doivent quand même publier une annonce sur les plateformes style Seek, Indeed, enfin il y en a plein d'autres. En fait, ils doivent diffuser une offre d'emploi et je crois que c'est si dans les 2 mois, 1 ou 2 mois il me semble, 3 mois grand maximum, mais je crois que c'est 1 ou 2 mois, je crois que c'est peut-être 1 mois même. À vérifier. Si en fait il n'y a pas de candidat australien qui postule et qui correspondent en fait au profil qui est recherché, dans ce cas-là, ils peuvent ouvrir à des candidatures étrangères. L'entreprise du coup va payer pour que tu travailles pour elle. Alors légalement, je crois qu'il n'y a que l'entreprise qui est vraiment censée payer. Mais très souvent, les étrangers, vu que c'est quand même un visa qui est très demandé et recherché pour nous, on va très souvent payer aussi une partie, nous, de notre poche. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'être accompagné par un agent aussi à ce moment-là pour être sûr de vraiment correspondre déjà au profil, s'assurer aussi que l'entreprise a vraiment le droit d'embaucher quelqu'un sous sponsor, parce qu'en fait il leur faut des autorisations et en fait malheureusement aujourd'hui c'est un peu devenu un business très souvent sur les groupes Facebook ou autres. En fait il y a tellement de personnes qui cherchent à s'installer en Australie et passer via le sponsor qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Et il y a des entreprises ou des pseudo-agents, employeurs qui sont malhonnêtes et en fait qui vont venir te soutirer de l'argent, à te dire que tu dois payer, etc. Et ensuite que tu vas intégrer le process de recrutement. Chose qui n'est pas vraie parce qu'en fait soit les entreprises n'existent pas du tout, soit pour le coup elles n'ont pas les autorisations. Donc il faut vraiment faire attention à ça et se renseigner. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce qu'en plus je ne maîtrise pas le sujet à 100%, mais le fait d'être accompagné par un agent, je pense que ça peut vraiment te permettre de t'éviter un peu de donner de l'argent à n'importe qui et de perdre des sommes qui peuvent être assez importantes en plus. Projet sponsor, c'est on va dire la solution la meilleure entre guillemets dans le sens où ça te permet d'arriver en Australie et d'avoir du coup une entreprise qui te recrute. Alors très souvent, ça dépend aussi des états, des zones si elles sont régionales ou pas, mais tu vas devoir travailler 2 ou 3 ans pour la même entreprise. Donc c'est pareil, il faut espérer que ça se passe bien, que l'entreprise non plus ne mette pas la clé sous la porte. Parce que sinon ça veut dire qu'il faut que tu retrouves une entreprise qui accepte de te sponsoriser
ou alors auquel cas t'en trouves pas et malheureusement pour toi, c'est retour en France quoi. C'est, on va dire, l'idéal, le goal ultime, mais c'est pas la solution la plus facile. Pour moi, en l'occurrence, d'après l'agent d'immigration, la solution qui était la plus sécure, on va dire, c'est de prendre un student visa. Alors un student visa, du coup, c'est au niveau de la subclasse, c'est la 500. Donc c'est le numéro du visa, parce que tu verras quand tu t'intéresses un peu au visa, on va parler en termes de, pas forcément le nom du visa, mais en termes de numéro. C'est plus simple à suivre. C'est un visa qui te coûte 2000 $, qui te permet du coup d'étudier. C'est vraiment au début la vocation ultime de ce visa-là. Tu peux étudier aussi bien à l'université que tu peux étudier également sur des métiers un peu plus professionnels, comme ce que nous on a en France, des CAP, des BEP, des choses comme ça. Des métiers qui ont vocation à être vraiment professionnels à la sortie du diplôme. T'étudies et tu as la possibilité de travailler aussi pendant ce visa. Les études, c'est à peu près 2 jours par semaine. Et après, au niveau du nombre d'heures, parce que tu es limité sur ce visa-là, chose qui est vraiment différente du coup du Working Holiday. Et donc, en l'occurrence, pour le visa étudiant, tu es limité à 48 heures toutes les 2 semaines. On le sait, c'est pas beaucoup. Le visa étudiant déjà te coûte 2000 $, mais en plus de ça, tu as ta scolarité à payer en plus. En fonction des études que tu vas choisir, le montant des frais de scolarité ne seront pas les mêmes. Moi, j'ai choisi des études de cuisine, donc Kitchen Cook Management. On est à peu près à 26 000 $ sur ce type de scolarité. Donc tu vois, c'est quand même un budget qui est assez conséquent pour 2 ans d'études. Je ne l'ai peut-être pas précisé. C'est pour ça que le student, mine de rien, te coûte de l'argent, que c'est quelque chose à préparer, parce qu'en plus de payer ta scolarité, il faut aussi que tu puisses te loger et te nourrir. Donc mine de rien, tu as quand même pas mal de dépenses. Là, c'est pareil, en fonction de la ville dans laquelle tu étudies, le quartier où tu t'installes, tes coûts seront pas les mêmes non plus. Donc c'est quelque chose aussi à réfléchir. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah mais moi j'adore Sydney, je veux aller à Sydney, je veux vivre à Bondi Beach. Oui, ok, c'est bien ma grande, mais Sydney c'est cher, Bondi Beach encore plus. On l'a vu dans l'épisode précédent, je sais pas si tu l'as écouté ou pas, était à peu près à 500 $ la semaine pour te loger, plus tes frais de scolarité et de quoi te nourrir et accessoirement vivre un peu à côté, parce que mine de rien, tu as aussi envie de pouvoir aller boire un petit café de temps en temps avec des copains-copines, faire 1 ou 2 sorties, donc voilà, c'est quand même un budget qui est assez conséquent et qu'il faut prévoir. Donc moi aujourd'hui, c'est cette partie-là qui me fait peur et qui me met en doute, parce que mine de rien, faudrait prévoir à peu près 16-18 000 € pour être vraiment à l'aise financièrement et te dire que ok, si je travaille pas beaucoup d'heures, j'ai mes économies qui me permettent de payer mon loyer et de payer aussi une partie de mes frais de scolarité. Alors on est d'accord, hein, c'est un budget qui est important, mais d'après ChatGPT, c'est en tout cas ce qui serait nécessaire pour être sûr de ne pas se retrouver en galère. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partent avec beaucoup moins. Ce sera mon cas aussi, parce que mine de rien, j'ai pas ce budget-là à disposition. Moi, l'idée, c'est de commencer avec un visa étudiant, dans le sens où j'arrive sur le territoire, je me forme donc à la cuisine. Pourquoi la cuisine ? Parce que en fait, il existe une liste, une skill list en Australie sur les métiers qui sont les plus recherchés et là où il y a le plus d'offres et on va dire un peu moins de candidats australiens. Donc c'est une solution en tout cas qui te permet d'avoir plus facilement un sponsor par la suite et du coup la résidence permanente en conséquence. Si tu fais des études donc d'une durée de 2 ans minimum sur un métier qui fait partie de cette liste-là, ça te donne le droit, tu peux aussi avoir ce visa-là si tu fais un parcours universitaire, mais en tout cas, ça te donne la possibilité d'avoir un second visa donc à la suite de tes 2 ans d'études. Ce visa-là, c'est le numéro 485. C'est un postgraduate. Donc du coup, il te permet, lui, de pouvoir travailler complètement en Australie. Là, tu n'es plus sous un format d'études, tu fais que travailler et tu n'as plus de limite d'heures de travail. Donc ça, c'est super important parce que au moins,
si tu veux travailler 60 heures semaine, tu travailles 60 heures semaine et auquel cas tu as plus d'argent. Et ça te donne l'opportunité de travailler du coup l'étude que tu as suivie pour obtenir plus d'expérience. Parce que en plus, lorsque tu es en études, admettons donc je fais des études de cuisine, je travaille dans un restaurant ou dans un café où je suis du coup cuisine directement. Très souvent, je pense que tu as un poste de commis, éventuellement de chef si c'est vraiment un tout petit établissement, mais bon, ils ont bien conscience que si tu débutes, t'as pas non plus un niveau de dingue. Après, bon, ça reste un autre sujet. Et 2 ans où tu vas travailler pendant tes études ne comptent pas comme expérience professionnelle. Donc c'est un petit peu complexe, enfin en tout cas ça rajoute de la complexité. Les étapes c'est visa étudiant, 485, sponsor, et après résidence permanente. Ça, c'est l'idéal. Sauf que tu vois, genre, tu peux partir plus ou moins sur, on va dire, bien 5 ans avant d'obtenir la résidence permanente, puisque tu as déjà 2 ans d'études. Après, tu as 1 an et demi, du coup, avec le 485. Et c'est pareil, le 485, c'est OK, moyennant qu'en termes d'âge, donc bien sûr, déjà, tu as respecté les 2 ans d'études sur un métier qui fait partie de la skill list, et que tu es dans l'année de tes 35 ans maximum. Au-delà, une fois que tu as passé 36 ans, c'est mort, tu n'as plus le droit à ce visa-là. Moi, j'ai eu 33 ans cet été, donc ça veut dire que si je veux prétendre à ce visa-là, je dois commencer mes études avant août 2025. Donc ça me met une pression supplémentaire parce qu'aujourd'hui, donc on est en novembre 2025. Oui, je sais pas si je me suis pas trompée sur les dates. Mais tout ça pour dire que donc du coup, il va falloir que je me dépêche à arriver sur le territoire, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas des économies hyper importantes et que en plus, j'ai calculé mes frais, il faut que je débourse à peu près 5 000 € avant d'arriver sur le territoire. Dans ces 5 000 €, j'entends mon billet d'avion, j'entends du coup le prix du visa qui est 2 000 €, donc 2 000 $ australiens. Il y a également les assurances, parce que quand tu étudies en Australie, tu es obligé de souscrire à une assurance australienne. Il faut également que tu aies une assurance personnelle également. Moi, je sais que je passe par Chapka à chaque fois. On est à peu près à 400 € l'année, quelque chose comme ça. Plus payer un trimestre aussi en avance de cuisine, bah, tu vas avoir une mallette de cuisinier à acheter avec ta tenue, etc. Donc ça, c'est pareil, en fonction des études que tu vas faire, tu auras des frais qui seront moindres. Si tu fais des études de marketing, de commerce, de business, de management, ce sera des bouquins, éventuellement en uniforme si l'école impose un uniforme, mais les frais seront moindres. Tu seras peut-être sur 200 $, de frais, quand bien même, moi je crois que c'est à peu près 1 200 $, 1 600 $ de frais. C'est des choses à prendre en compte. Donc, sachant que c'est aussi le prix à peu près d'un trimestre de cours, donc tu as ça à payer en plus. Je suis presque à 5 000 € de frais à payer avant. Donc mine de rien, c'est énorme, même que j'ai des économies derrière parce que une fois que je vais arriver sur le territoire, il faut que j'arrive à me loger, il faut que j'arrive à me nourrir et à payer mes frais de scolarité parce que clairement mon emploi, mes 20 heures semaine, 24 heures semaine, ne suffiront pas à payer tout ça. C'est la position dans laquelle je me trouve aujourd'hui. La complexité dans le sens en fonction des écoles, parce qu'au début, comme je t'ai dit, j'ai postulé pour une école qui est à Sydney, qui s'appelle Greenwich College. Là, j'ai fait face à des difficultés dans le sens où l'État australien, peu importe le visa, va te demander d'avoir une certaine somme d'argent pour prouver que tu es en capacité d'avoir un billet retour, enfin d'avoir de quoi te payer un billet retour. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Cette somme que le gouvernement te demande, ça équivaut à 17 000 $ et quelques pour le visa étudiant. Alors que c'était peut-être 5 000 pour le working, quelque chose comme ça. Pour le Greenwich College, en fait, il te demande donc de prouver la somme que l'État te demande, mais en plus de prouver que tu as de quoi payer une année de scolarité entière. Donc en fait, les deux rassemblés, c'était un montant de 43 000 $. 43 000 $, c'est plus ou moins 23 000 €. C'est une somme qui est très conséquente, que clairement je n'ai pas et que je n'aurai pas avant de partir, c'est sûr et certain. Donc, face à ce petit complexe, je me suis dit, bon bah,
tant pis, on va partir sur... Enfin, faut que je change d'école en fait. Malgré que cette école-là, en termes de frais de scolarité, après, avait des coûts moindres que certaines écoles. Mon agent, du coup, au niveau du student, m'a demandé si j'étais ok, du coup, pour éventuellement changer d'état, parce que bah, sur Sydney, c'était un petit peu compliqué de trouver une école moins chère. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de problème, j'étais ok pour le Western Australia parce que j'ai adoré lors de mon road trip, on en parlera dans un prochain épisode. Et je m'étais dit bah ok pour aller à Perth parce que bah, ça reste une ville qui est plutôt agréable et le Western qui est super chouette. En plus de ça, j'ai encore mon pote Alex, coucou Alex si tu passes par là, qui y est et qui lui vient juste de commencer un sponsor. Donc dans tous les cas, il m'a dit, il me fait écoute, moi meuf, c'est très bien parce que je suis bloquée pendant 2 ou 3 ans sur Perth. Donc écoute, vas-y, viens, il n'y a aucun problème, ce sera très chouette. Du coup, j'ai trouvé une autre école qui pour le coup est moins chère. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas con d'avoir cherché dans le western parce que moi l'idée c'est quand même de trouver un sponsor assez rapidement. Et en l'occurrence, l'état du Western Australia est en majorité considéré comme un état régional, où du coup on peut trouver plus facilement des entreprises bah, qui sont à même de pouvoir te sponsoriser. Je me suis dit banco. En plus de ça, la ville de Perth, comme j'ai pu te l'expliquer dans le précédent épisode, la ville est moins chère pour se loger, en termes de coût de vie aussi également, que sur Sydney. Donc je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être une bonne opportunité, même si je suis très attachée à Sydney et Bondi Beach. J'ai fait globalement le tour sur ce que je souhaitais te parler, mais tout ça pour te dire que, eh ben, en fait, le student, c'est beaucoup de démarches, tu vois. Alors, c'est long, bien que moi j'ai pris mon temps parce que clairement cet été j'étais en saison, j'étais pas archi dispo donc j'ai un peu laissé traîner, surtout pour faire mes tests d'anglais. Parce que ça c'est pareil, j'en ai pas parlé mais c'est important, c'est aussi à tenir en compte. En fonction des écoles, on va te demander de prouver que tu as un certain niveau d'anglais pour pouvoir étudier, chose qu'on te demandait pas avec le working. Mais tout ça pour dire qu'il faut donc passer des tests d'anglais. Moi personnellement j'ai demandé à mon agent si je pouvais passer des tests d'anglais en interne dans les écoles. Ce sont des tests du coup qui sont gratuits et ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Tu as des tests. Alors, sur ma deuxième école à Perth, j'ai pas eu les mêmes critères que sur le Greenwich, mais en règle générale, on va te demander d'avoir un niveau IELTS. Donc c'est une sorte de test d'anglais. Ce test-là, si tu le fais vraiment en centre, il coûte, je crois que c'est 282 ou 286 euros. Enfin voilà, tu as l'ordre de prix. Tu n'as pas enfin tu peux le repasser, mais moyennant que tu repayes à chaque fois. Donc clairement c'est un budget qui est important. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de le préparer au mieux, parce que l'idée c'est pas non plus de faire 50 fois le test, à moins d'être millionnaire et auquel cas tu as bien de la chance. C'est un test du coup donc qui a différentes parties. Tu vas avoir de la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Tu peux le faire dans des centres, il y en a sur, je sais pas si je vais pas oublier des villes, mais sûr il y a Nantes, Bordeaux, Lille, Paris, Lyon, Marseille. En fonction des centres, soit tu peux le passer sur ordinateur, soit tu es obligé de le passer en version papier. Moi, en l'occurrence, sur la ville de Nantes, qui est la plus proche de chez moi, c'est en version papier uniquement. Et personnellement, j'ai de mauvais souvenirs lors de mes études à faire les tests sous format papier. Je suis quand même plus à l'aise à faire ça sur ordi. Donc je m'étais dit bah faut aller à Paris, donc ça veut dire que déjà tu dois aussi payer ton transport pour aller sur place à Paris, éventuellement te loger, plus faire du coup donc ce test d'anglais. Il te faut une journée parce qu'en fait, enfin, je crois que c'est sur une journée ou sur 2 jours, je sais plus, mais dans tous les cas il me semble que tu peux le faire dans la même journée, mais en fait ton expression orale sera avec un examinateur, donc soit en visio, soit en face à face. Donc très souvent, ça se fait pas en même temps que tout le reste qui lui est à l'écrit. C'est aussi un budget donc de passer ce test-là, mais c'est nécessaire. Après, certaines écoles, comme je te le disais, proposent de tester ton niveau de façon gratuite. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, histoire de m'alléger un petit peu aussi de cette somme-là.
même si je sais que je passerai le test après. Aux sponsors, en général, ils demandent aussi d'avoir un certain niveau, donc je me dis il faudra que je le passe à un moment donné. Ce test-là, prépare-le, hein, du coup, parce que, comme je t'ai dit, c'est payant, donc il n'est pas... Enfin, vaut mieux réussir tout de suite à avoir le niveau voulu, plutôt que d'avoir à le repasser plusieurs fois. C'est une démarche qui est lourde et qui est importante, d'où le fait que je sois un peu perdue. Tous les jours, je me dis, mais si, non, mais j'adore l'Australie, j'ai envie de retourner vivre là-bas, c'est sûr et certain, enfin... Je vois des vidéos sur les réseaux et genre, sans déconner, le nombre de vidéos où genre j'ai les larmes aux yeux. Genre tout de suite, tu sais, directement t'es rempli d'émotions et dis, mais non, enfin en vrai, genre je suis trop bien là-bas, j'ai envie d'être là-bas. Mais en même temps, tu pèses tout le budget, les démarches que t'as à faire, l'incertitude. Là, tu te dis, ouah, dans quoi je m'engage, sans déconner. Je sais que je vais pas lâcher, mais pour ceux qui sont dans le même process, et ben en vrai, genre allez-y, on s'écrit, limite on se fait un groupe ou autre pour se motiver parce que vraiment c'est pas facile. Faut être aussi un peu sûr de soi, d'engager autant de sommes d'argent parce qu'on n'a aucune certitude d'obtenir un sponsor. Je sais que j'ai de l'expérience, que je suis motivée, que je vais me donner les moyens. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est compliqué, c'est galère. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. J'espère que ce format t'a plu, même s'il était moins préparé, que tu apprécies du coup de voir également aussi en format vidéo pour ceux qui seront sur Spotify. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou sur mon compte Insta, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos petits retours. Merci pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui m'écoutent. Vraiment, genre, ça me remplit de joie, c'est vraiment... en fait, ça motive clairement à continuer à faire de nouveaux épisodes. Donc merci beaucoup. En plus, vous êtes un petit peu partout dans le monde, donc ça c'est trop chouette. J'ai quand même une majorité en France, mais j'en ai en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Russie et en Pologne. Donc assez dingue. Donc merci à vous tous en tout cas d'être toujours un peu plus présents à chaque épisode. Et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode sur le podcast aussi.